commencer le piano à 11 ans, c'est assez tard, effectivement, par rapport à la majorité des musiciens. Alors j'ai dit très tôt que je serais pianiste, mais je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire être pianiste. Mais l'évidence que la musique serait dans ma vie au quotidien, ça c'était clair, en fait. Ma mère, quand j'étais petite, me parlait créole, mais moi, comme beaucoup d'enfants en fait, qui vivent dans un autre pays, en fait, je refusais de lui parler créole, donc je répondais en français. La plus belle manière peut-être pour moi de communiquer avec Haïti ou avec des Haïtiens, c'est de faire de la musique. Comment se décrire? Je suis une femme française et haïtienne, pianiste. Et c'est déjà beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans déjà, n'est-ce pas? Et je suis plutôt quelqu'un de persévérante, je dirais, qui lâche pas, je lâche pas les idées que j'ai, je vais au bout de mes idées. Je pense que j'étais une petite fille concentrée. Déjà, appliquée, concentrée, j'avais envie de bien faire les choses quand j'étais enfant. Et la musique a renforcé peut-être ce trait de caractère. Parce que c'est vrai que c'est l'apprentissage d'un instrument de musique, à la base, ça demande de la persévérance, beaucoup d'abnégation, d'aller au bout des choses sans avoir un résultat tout de suite, en fait. Là, je pense que le plus bel apprentissage de la musique, c'est de ne pas attendre un résultat, mais d'aimer tout le chemin qu'on parcourt pour peut-être avoir un résultat qui nous convient. Et plus on se rapproche d'un potentiel résultat, plus il s'éloigne. Ça veut dire que plus l'exigence augmente. Et donc cette persévérance, elle permet de poursuivre le chemin alors qu'on n'atteint jamais le but, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois d'abord l'apprentissage et puis le métier de musicienne classique, en fait, c'est que on n'a pas vraiment on recherche pas un résultat parfait qui n'existe pas, en fait. On recherche toujours à améliorer, à comprendre mieux les œuvres qu'on joue, à aller plus en profondeur. Et ça peut durer toute la vie, en fait, sur certaines œuvres que je joue depuis toujours. Et à chaque fois, je découvre des choses différentes à l'intérieur de ces œuvres. Et donc, je pense que c'est cette persévérance et cette curiosité aussi qui font que, enfin moi en tout cas, et je pense la plupart des musiciens, on ne se lasse pas de l'exploration des chefs-d'œuvre qu'on côtoie. J'ai commencé le piano à 11 ans, mais j'avais déjà eu précédemment quelques expériences quand même musicales avec une forme d'éveil musical où on chantait, on dansait, enfin, etc. Donc j'étais quand même familière avec la musique, le rythme. Et mes parents aussi écoutaient beaucoup de musique à la maison quand j'étais petite. Beaucoup de musique classique, mais aussi du jazz, beaucoup. Un peu de chansons françaises, de Brassens. Enfin, j'ai baigné quand même dans un univers musical, mais c'est vrai que commencer le piano à 11 ans, c'est assez tard, effectivement, par rapport à la majorité des musiciens, de mes collègues musiciens. Je saurais pas dire en fait si disons que je pense que c'est bien et pas bien à la fois. Il y a quelque chose de positif dans le fait de commencer plus tard, c'est que c'était vraiment mon désir. C'est moi qui ai demandé à jouer du piano, à prendre des cours de piano, et j'ai été suffisamment mûre et grande, du coup, pour savoir que je voulais vraiment m'impliquer et faire du piano, et que j'ai tout de suite compris que ça nécessitait du travail quotidien. En tout cas, j'étais suffisamment mature à ce moment-là pour comprendre la rigueur que ça impliquait, chose qui est plus difficile quand on est tout petit. Mais ensuite, c'est vrai que j'ai dû rattraper un certain retard. Parce que quand on commence à 5 ans, c'est pas la même chose, évidemment. Mais peut-être aussi le cerveau est plus malléable. Enfin, il y a des choses qui viennent peut-être plus naturellement à 5 ans qu'à 11. Donc mais j'avais une forme je crois, et d'après ce que disaient mes professeurs aussi à l'époque, j'avais un appétit pour ça et un certain nombre ce qu'on dit, on appelle ça des facilités, et enfin, les choses venaient assez naturellement, plus l'envie de travailler.
Donc j'ai assez vite comblé, les années, de retard qui me séparaient de ceux qui avaient commencé plus tôt. Et puis en fait, c'est devenu une évidence, assez vite que je ferais ma vie avec le piano. Alors j'ai dit très tôt que je serais pianiste, mais je savais pas du tout ce que ça voulait dire être pianiste. Je me projetais dans un métier que j'ignorais, en fait. Je savais pas ce que c'était le quotidien d'une pianiste. J'avais un professeur de piano à l'époque à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, qui était un jeune professeur et qui jouait beaucoup en concert. À l'époque, j'allais l'écouter en concert et j'étais un peu fascinée comme ça. J'admirais la scène, le moment du concert, etc. Et donc je fantasmais cette vie-là, en fait. Je fantasmais un peu ça. Mais je savais pas du tout ce que ça allait impliquer comme d'abord comme parcours d'études. J'ignorais complètement ce qu'il fallait faire pour être pianiste, en fait. Et tous les concours qu'il faut passer, tout ça, je l'ai compris plus tard. Mais l'évidence de que la musique serait dans ma vie au quotidien, ça c'était clair, en fait. Alors, ma mère est haïtienne et mon père est français, donc moi j'ai grandi dans cette famille mixte, avec en fait la présence d'Haïti, pour moi, elle était un peu euh, en fond. C'est-à-dire, j'ai grandi en France, et donc je me sentais pas haïtienne. Pendant longtemps, je me sentais pas reliée fondamentalement à cette culture. Je savais que ma mère était haïtienne et il y avait beaucoup d'éléments de culture haïtienne à la maison. Parce que je me souviens encore du salon de mes parents où il y avait partout des tableaux haïtiens, partout. Donc je voyais cette peinture haïtienne. Ma mère, quand j'étais petite, me parlait créole. Mais moi, comme beaucoup d'enfants en fait qui vivent dans un autre pays, en fait, je refusais de lui parler créole, donc je répondais en français. Et c'est comme ça que malheureusement, je ne parle pas créole. Je comprends des bribes, mais il faudrait vraiment aujourd'hui que j'apprenne, quoi, parce que c'est pas quelque chose qui est resté vraiment. Et on mangeait du riz au djonjon, voilà. Il y avait des éléments comme ça de la culture haïtienne, mais pas tant que ça, parce que finalement, moi, je suis allée en Haïti toute petite avec ma mère, mais j'en ai aucun souvenir. J'étais vraiment trop petite, j'avais moins de 4 ans, je pense. Donc j'ai pas, ça a probablement, il y a des choses qui ont dû s'imprégner en moi, mais j'ai pas de souvenir conscient de ces voyages. Et donc, en fait, je pourrais dire que je suis pas certaine que, de manière directe, la culture haïtienne, Haïti fait partie de mes années d'enfance, même si je pense au fond de moi que le fait déjà de grandir dans une famille mixte, déjà, on grandit différemment. Enfin, la personnalité est autre, la perception du monde est différente. Le fait d'avoir une maman noire et un papa blanc, déjà, surtout là où je vivais à l'époque, en province, dans le sud de la France, il n'y en avait pas beaucoup d'enfants métis. Donc déjà, de toute façon, on a je pense, une perception du monde et une curiosité, un regard sur les choses qui probablement est différente d'une famille non mixte. Aussi, mon prénom, c'est marrant parce que j'étais la seule Célimène de l'école et de toute la ville, et probablement en France. À l'époque, il n'y avait pas d'autres Célimènes, donc j'avais l'impression d'avoir un prénom très rare. J'ai su très tard d'où ça venait, en fait. J'ai su pendant longtemps que c'était un personnage du misanthrope de Molière, mais c'est tout. Pour moi, c'était un personnage du misanthrope de Molière. Et en fait, quand je suis allée en Haïti des années plus tard, tout d'un coup, il y avait plein de Célimènes autour de moi. Et après, j'ai appris bien sûr que c'était aussi la fille de l'empereur de Saline, etc. Mais je me suis rendu compte que je suis passée d'un prénom dans un pays où ce prénom-là n'existait pas, à un autre pays où ce prénom-là était un prénom banal, en fait, assez courant. Et ça, c'est assez bizarre comme sensation, d'avoir l'impression d'être la seule à porter un prénom, et tout d'un coup, qu'il y a plein d'autres gens autour de soi qui portent le même prénom. En fait, ça fait quelque chose d'assez spécial psychologiquement. Enfin voilà, donc je reviens à ma famille et oui, en fait, je voyais ma famille haïtienne, je les voyais plus aux États-Unis parce qu'ils étaient, la plupart avaient quitté Haïti et vivaient aux États-Unis. Donc mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines étaient aux États-Unis. Et en fait, pour moi, c'était des Américains. C'était pas des Haïtiens. Pendant longtemps, c'était des Américains. J'ai mis du temps, en fait,
à recoller les morceaux et à vraiment comprendre que tout le monde venait d'Haïti et que c'était ça le terreau, quoi. Et c'est bien plus tard, en fait, c'est bien plus tard, à l'âge adulte, que j'ai commencé à vraiment ressentir le besoin, l'envie de même la nécessité, en fait, de connaître, le pays de ma mère, qui était dans ma tête, c'était le pays de ma mère, pas le mien, vraiment. Et en fait, c'est là qu'est né le projet, que j'ai créé en Haïti il y a quelques années, Haïti Piano Project. J'ai voulu, m'impliquer d'une certaine manière dans la vie créative, la vie artistique haïtienne. Parce qu'en fait, pour moi, la porte d'entrée en Haïti, c'était d'y rentrer par la musique. Et de rencontrer des artistes aussi haïtiens, de côtoyer cet univers-là, en particulier en Haïti, pour commencer. Et, et en fait, c'est marrant parce que quand j'ai pris l'avion pour aller en Haïti, c'était la première fois, c'était en 2016, la première fois depuis mon enfance. Et quand l'avion a atterri, j'ai eu une sensation très bizarre. Je me suis dit, j'avais l'impression d'aller à la maison, alors que, non, enfin, je n'y avais jamais vécu, mais j'ai eu une sensation vraiment très profonde de retour à la maison. Et voilà. Et depuis, à partir de là, donc ça fait une dizaine d'années, à partir de là, Haïti est devenu totalement présent dans ma vie et en moi même. C'est-à-dire que maintenant, je me sens. Alors, je peux pas dire que je suis haïtienne comme un Haïtien ou une Haïtienne qui a grandi en Haïti. Ça, je peux pas le dire. Mais ça fait partie de moi maintenant. Hey, campé là. Une pi bon façon pour supporter travail à Ibopos yo, c'est faire 3 actions ça yo kounya. Like, partager vidéo ça, abonner pour rester connecté avec travail nou yo. Ou fin faire ça? On continue. Je pense que c'est pas très conscient la manière dont ma mère m'a transmis d'une manière ou d'une autre des éléments d'Haïti. C'est pas très conscient chez moi. En fait, avec du recul, je me dis que ce que ma mère est comme personne, fondamentalement, c'est aussi parce qu'elle est haïtienne, en fait. Même dans sa manière d'être, dans sa manière de communiquer, dans sa manière de se mouvoir, etc. En fait, il y a Haïti en elle. Et c'est des choses qui, quand j'étais petite, moi, je la voyais différente des autres mamans, évidemment. Je regardais ma mère et je trouvais qu'elle était plus... je sais pas comment décrire ça, mais plus généreuse ou plus à l'aise avec son corps, avec l'espace. Enfin, il y avait des choses comme ça. Plus décomplexée aussi. J'avais toujours l'impression qu'elle parlait peut-être de manière plus ouverte, plus que les autres, qui étaient beaucoup plus discrètes. Enfin, c'est un cliché, hein, mais dans ma tête, c'était comme ça. Quand j'étais enfant, je voyais les choses comme ça. J'étais pas toujours à l'aise avec ça, parce que je me disais, ma mère, elle est pas comme les autres, etc. Et en même temps, j'étais très fière. Voilà, les enfants, souvent, ils sont dans l'ambivalence de la grande fierté, et puis en même temps, mais il faut rentrer dans le moule, quoi. Alors, je me souviens de ça, et je pense qu'aujourd'hui, j'explique ça, parce que depuis que je suis allée en Haïti, en fait, j'ai rencontré évidemment plein d'Haïtiens, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens autour de moi en Haïti qui étaient expansifs comme ça, qui sont aussi beaucoup plus directs dans la relation à l'autre. Il y a quelque chose qui est vraiment différent dans la relation. Et donc, c'est en ça, je pense que enfin, c'est peut-être l'aspect le plus marquant pour moi d'Haïti chez ma mère, parce que je pourrais dire, oui, on mangeait, enfin, elle me parlait créole, on mangeait du riz au djonjon, mais ça, c'est des éléments, c'est des petites choses qui ont leur importance, hein, mais qui sont pas aussi significatives. Bon. Alors, le projet que j'ai eu en Haïti, au début, il n'était pas très clair, quand même. Quand je suis partie en Haïti faire ce Haïti Piano Project, j'y suis d'abord allée 1 année et demie avant, en me disant, je veux connaître Haïti ou commencer à découvrir Haïti, mais en rencontrant des artistes, en faisant de la musique là-bas. Mais c'était très flou, en fait. Au départ, c'était très flou. Donc j'y suis allée pour une quinzaine de jours, je dirais, dans mon souvenir. Et là, j'ai discuté avec plein de gens, des Haïtiens, mais aussi des Français, de l'Institut français, de l'ambassade. Enfin voilà, j'ai côtoyé en fait des gens très différents. Et j'ai commencé, le projet a commencé à
a commencé à naître dans mon esprit. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je sais faire, en fait?» Du piano, voilà. Je sais jouer du piano, et j'avais ce désir, en fait, d'essayer de rassembler des artistes, haïtiens et pas haïtiens, de les faire se côtoyer. J'avais envie que d'amener aussi des artistes en Haïti. Je me suis dit: «En fait, la plus belle manière peut-être, pour moi de communiquer avec Haïti ou avec des Haïtiens, c'est de faire de la musique, dans un premier temps». Parce que c'est aussi un langage pour moi qui est, naturel non, parce que je l'ai appris, mais c'est un langage qui est plus évident, en fait, de faire de la musique, d'être sur scène et cetera. Donc j'ai commencé à imaginer, ben, voilà, un espace possible de rencontres, d'échanges artistiques, et donc cette idée de festival est née. Ça, j'étais pas toute seule à y réfléchir, hein, j'ai réfléchi avec plein d'autres gens, des proches et cetera, parce que c'est pas un projet qu'on monte tout seul, on était toute une équipe. Et c'est à force de réflexion commune aussi, et aussi à l'époque avec Jean Mathiot, qui était directeur de l'Institut français à Port-au-Prince. Il y a eu beaucoup d'échanges, et les idées se sont mises en place comme ça. Je n'étais pas sûre que tout soit une bonne idée. J'ai essayé, en fait. Il fallait bien démarrer quelque chose. Et après, comme tout projet, bah, il y a des choses positives, des choses négatives, des choses qu'il faut ajuster, qu'il faut changer. Mais il fallait bien démarrer quelque chose. Et donc, je me suis lancée là-dedans. Et pour moi, c'était une des plus belles expériences de ma vie, quoi, vraiment. J'espère que les gens qui sont venus au festival quand il pouvait avoir lieu, j'espère qu'ils en gardent aussi des beaux souvenirs. Mais pour moi, ça a été fondamental, en fait. Aussi comme artiste, comme d'un point de vue évidemment personnel, en tant que femme, que personne, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, mais surtout, et aussi en tant qu'artiste, ma vision de mon métier, mon rôle, et cetera, a beaucoup changé et s'est beaucoup transformé après cette expérience-là. Je crois que ce qui m'a le plus touchée dans ces moments-là de festival, et ce qui m'a transformée, je pourrais dire durablement, c'est la relation au public. Parce que jusqu'à présent, j'avais cette idée de... Le concert classique, en fait, c'est un concert très formaté, avec des codes de salles de concert. On joue dans des salles de concert, en Europe en tout cas, voilà, on joue dans des salles de concert, avec des belles scènes, des éclairages, le public est silencieux, et c'est un rituel que j'adore, hein, mais j'ai réalisé qu'en fait, on pouvait faire de la musique autrement, dans d'autres lieux, des lieux qui n'étaient pas nécessairement des lieux dédiés au concert. Je me souviens qu'on a fait des concerts dans des halles à Jacmel. C'était des halles de stockage de marchandises à une époque, de café, je crois. Donc c'était pas du tout un lieu pour le concert, mais on l'a transformé, on l'a aménagé. Les gens sont venus en masse. Les gens sont venus en famille, surtout au concert. Ça, c'était formidable. Il y avait plein d'enfants, plein de jeunes. Et c'est devenu comme une grande fête. Et donc, le plaisir aussi que je ressentais chez les gens, d'être là, de participer à cette grande fête, c'était quelque chose de très rassembleur. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup émue. Et surtout, ça a transformé. Maintenant, quand je fais des concerts dans des salles plus traditionnelles, on va dire, en fait, je perçois davantage les gens qui sont là, avec leur histoire, avec leurs émotions. Alors qu'avant, c'était une espèce d'entité publique et scène séparée. Et puis, moi, j'étais sous les éclairages. Et puis, le public, c'était une espèce de masse un peu informe. Et maintenant, vraiment, j'ai appris, en fait. J'ai appris, grâce à l'expérience en Haïti, j'ai appris à être avec les gens, vraiment, plus. Pour moi, ça crée des moments de concert beaucoup plus forts et beaucoup plus... oui, qui me touchent beaucoup plus, en fait, et qui me marquent davantage sur la durée. En dehors de la musique, ce qui m'a marqué, beaucoup de choses m'ont marqué en Haïti, beaucoup. Je dirais, ça, c'est une question ça, parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont marqué. Je dirais d'abord les gens. Les gens, ça veut tout et rien dire, mais moi, je suis repartie d'Haïti transformée par le regard des gens. Enfin, il y a quelque chose de très vrai dans le regard. Donc, les gens et la littérature. Voilà, la littérature haïtienne, je suis vraiment plongée dedans depuis.
Donc je suis repartie avec cette envie de découvrir encore plus les auteurs haïtiens, leur écriture, leur univers, la poésie. Je sais que tu vas rencontrer bientôt James Noël, bah voilà, quelqu'un, Jean d'Amérique, James Noël, et tant d'autres, et tant d'autres. Je commence pas à les citer parce qu'on n'a pas fini, mais voilà. Alors quand je suis arrivée en Haïti la première fois, en 2016, enfin la première fois pour ce projet de Haïti Piano Project, je savais qu'il y avait des pianistes haïtiens classiques. J'avais entendu parler de Micheline Denis, par exemple. Enfin, j'avais quelques noms comme ça qui circulaient de pianistes interprètes comme moi. En revanche, j'avais jamais entendu parler de compositeurs haïtiens. Ça, c'était un truc que j'ignorais complètement, comme la plupart des gens d'ailleurs ailleurs. Et j'avais invité au premier festival un pianiste qui s'appelle David Bontemps, qui vit à Montréal. J'arrive plus à me souvenir comment j'avais entendu parler de lui, en fait. Bon, toujours est-il que j'avais entendu parler de lui et que j'avais pu l'inviter à venir au festival. Je savais que c'était un pianiste plutôt... J'avais, en tout cas, comme idée que c'était un pianiste de jazz, parce qu'il avait un groupe de jazz à Montréal. Mais il m'a dit qu'il allait faire un récital de piano en Haïti. Il avait carte blanche pour jouer ce qu'il voulait. Et il est arrivé et il a joué certaines de ses compositions, qui étaient magnifiques d'ailleurs, mais aussi des pièces de Justin Elie, je me souviens. Et donc il arrive, il joue cette musique. Moi, je trouve ça magnifique. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc je parle avec lui après. Il me dit, mais c'est Justin Elie, c'est un compositeur haïtien. Et grâce à lui, en fait, j'ai commencé à connaître l'existence d'un certain nombre de compositeurs haïtiens. Également l'existence de tout un travail mené à Montréal par la Société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne, qui est gérée par Claude Dauphin, le musicologue. Donc j'ai commencé à entendre parler de tous ces gens-là, j'ai commencé à les contacter, à les rencontrer et à comprendre qu'il y avait tout un univers en fait de compositeurs et compositrices haïtiens que j'ignorais et qui n'était pas suffisamment diffusé en fait, parce que ça restait assez confidentiel. C'était un gros travail de recherche qui avait été fait, mais qui était assez confidentiel, qui n'était pas suffisamment diffusé. Et donc là, je me suis dit, mais il y a plein de chefs-d'œuvre là-dedans. Parce que vraiment, j'ai commencé à lire plein de musique, à déchiffrer au piano, voilà. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé ce travail aussi de diffusion à travers mes concerts, mes disques de compositeurs haïtiens, parce que c'était insoupçonné pour moi de autant de musique magnifique ignorée. Il y a des explications probablement à ça, bien sûr. D'abord, c'est des musiques qui sont souvent pas éditées. Donc le fait que ce ne soit pas édité, c'est difficile à... Nous, on travaille sur des partitions qui sont éditées, qui peuvent donc se transmettre de génération en génération, ou à l'autre bout du monde, on peut acheter une partition. Mais là, quand il n'y a pas de matériel, que c'est que des manuscrits ou des copies de manuscrits, la musique ne peut pas être aussi facilement diffusée. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'édition, ou très peu d'édition, ça limitait évidemment la possibilité à d'autres artistes de connaître, de jouer ces musiques-là. J'ai appris après qu'il y avait 1 ou 2 enregistrements, enfin des choses, mais qui étaient restées très confidentielles. Par exemple, il y a une étudiante américaine, je ne sais plus dans quelle université américaine, une étudiante pianiste, qui avait fait un enregistrement de certaines œuvres dans le cadre de son travail de doctorat, ou je sais plus, mais c'était resté en fait un travail d'étude, donc pas quelque chose qui se diffuse à travers les médias ou le public. Donc je sais que Micheline Lodin-Denis avait enregistré certaines œuvres, mais de la même manière, c'est des disques qui n'étaient pas diffusés de manière internationale. C'est des disques qui étaient... elle m'en a donné d'ailleurs plus tard, quand je l'ai revu, elle m'a donné certains de ces disques où on trouve des morceaux haïtiens, entre autres. Mais c'était des disques qui n'étaient pas dans les canaux de diffusion internationaux. Donc c'était impossible de mettre la main dessus si on ne rencontrait pas Micheline en personne. Alors j'ai découvert plusieurs compositeurs haïtiens, c'est vrai. Le premier, c'était Justin Elie, mais juste après, on m'a parlé de Ludovic Lamotte comme étant le grand représentant de la musique classique haïtienne, en tout cas pour le piano. Et là, j'ai demandé à Claude Dauphin de m'envoyer ce qu'il avait comme copie de manuscrit. Il m'a envoyé des partitions et j'ai mis les mains, je me souviens très bien, sur un premier morceau qui s'appelle Feuillet d'album. Et là, je suis tombée par terre, mais littéralement. Je me suis dit, mais j'ai eu un coup de cœur absolu pour cette musique-là. C'était à la fois, c'est une musique
qui est vraiment singulière, parce qu'à la fois, c'est une musique qui est vraiment l'héritière de toute la lignée des grands compositeurs romantiques, comme Chopin, Liszt et bien d'autres. D'ailleurs, on surnommait, paraît-il, à l'époque de Ludovic Lamotte, on le surnommait le Chopin noir. Il était appelé comme ça en Haïti dans les années 30. Bon. Tellement il y avait cette filiation, en fait, de style et entre eux deux. Mais au-delà de ça, après, ce que Ludovic Lamotte, mais d'autres compositeurs aussi, ont réussi, c'est à intégrer dans leur musique dite classique, ils ont intégré des éléments très forts de musique haïtienne, de culture haïtienne, des éléments de vaudou, des danses traditionnelles, des meringues, enfin, tout ça. En fait, moi, j'ai adoré on pourrait dire ce métissage, en fait, musical, qui est vraiment à part dans l'histoire de la musique et qui est surtout très beau, en fait. C'est pas juste, il y a la démarche en elle-même qui est géniale, mais surtout, le résultat sonore, c'est merveilleux et c'est des musiques qui sont tellement touchantes, tellement sensibles, enfin voilà, qui mettent la chair de poule tout de suite, quoi. C'est très très beau. Donc moi, j'ai voulu défendre ce compositeur en premier lieu, mais d'autres aussi. Pour l'instant, j'ai beaucoup joué Ludovic Lamotte, Justin Elie, un petit peu Edmond Saintonge. Mais c'est vrai que je reviens beaucoup à Ludovic Lamotte et j'ai continué à découvrir d'autres œuvres de Ludovic Lamotte récemment que je vais bientôt faire découvrir au public. En fait, il va y avoir un autre enregistrement, etc., d'œuvres nouvelles. C'est quoi son histoire? C'est quoi l'histoire Ludovic Lamotte, lui, il est donc haïtien, né en Haïti. Il a étudié le piano en Haïti, puis il est venu en France étudier au Conservatoire de Paris, où il s'est vraiment formé à la... Comme toi? Ouais. comme beaucoup d'artistes au début du XXe siècle, en fait, le Conservatoire de Paris, surtout au siècle dernier, c'était un peu disons la grande maison de musique européenne par où il fallait passer. Il y a des Haïtiens qui sont venus, mais aussi tous les Espagnols sont venus se former à Paris. Enfin, c'était vraiment un passage. Toute la vie musicale européenne, en fait, une grande partie se faisait à Paris, il y a 100 ans. Et donc, Ludovic Lamotte est venu à Paris, où il a étudié, et où il a appris aussi énormément dans sa manière de composer, en fait, sa manière de composer de la musique classique, il l'a apprise vraiment, je pense, ici. Puis il est rentré en Haïti, où il a eu une vie de musicien très complète, en fait. Il faisait des concerts, il donnait des cours, le piano, il composait, bien sûr. Il voyageait aussi dans toute la Caraïbe pour donner des concerts. Il était très, très connu comme pianiste, très, très populaire, très connu. Il a énormément œuvré aussi pour la vie musicale classique en Haïti. Il a créé, avec Justin Elie d'ailleurs, une société de concerts où ils organisaient des concerts, ils faisaient venir des artistes d'autres pays. Enfin, c'était vraiment un grand acteur de la vie musicale. Et surtout, il a composé des centaines d'œuvres incroyables. Ah oui, j'ai reçu en Haïti énormément. Moi, je savais pas si je voulais aller donner. Moi, je voulais aller rencontrer, en fait. C'était pas donner, parce que je sais que j'ai autant à recevoir enfin, on a tous à donner, à recevoir, en fait. C'est juste... Mais moi, j'ai reçu beaucoup, c'est vrai. Et ce que j'ai reçu, j'essaye de le donner maintenant. Ce que j'ai reçu, ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert des œuvres haïtiennes, bah, j'essaie de les transmettre à mon tour, au public, à des jeunes pianistes. Là, enfin, voilà, le but, c'est vraiment de transmettre ce que j'ai pu recevoir. Ouais. C'est un peu une mission que je me suis donnée. Alors, les œuvres de Ludovic Lamotte que je continue de découvrir et que je vais diffuser, là, en fait, c'est un peu dans la continuité du travail que j'ai commencé. En fait, c'est découvrir des partitions, les travailler, bien sûr, pour pouvoir les interpréter, les enregistrer, et ensuite, elles seront sur les plateformes, évidemment, toutes les plateformes de streaming, pour qu'elles puissent être écoutées n'importe où dans le monde. Je vais les jouer en concert, bien sûr. Et j'espère, ça c'est encore un projet qui n'est pas finalisé du tout, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire aboutir, c'est arriver à faire éditer par un éditeur de partitions, faire éditer ces partitions, parce que j'ai tellement de demandes. Ça, c'est quelque chose aussi à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que je reçois par email ou sur les réseaux sociaux des demandes de gens qui me disent « On voudrait jouer nous aussi cette musique, est-ce que vous pouvez nous donner les partitions, etc. » Mais moi, les partitions que j'ai pour l'instant, c'est des manuscrits avec parfois des erreurs.
Je suis obligée de... C'est pas des partitions qu'on peut diffuser comme ça parce qu'elles sont pas suffisamment propres et retravaillées. Il faudrait que ce soit édité. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire un recueil de partitions de Ludovic Lamotte avec un éditeur français, de manière à ce que les gens, n'importe où dans le monde, puissent avoir accès et jouer ses œuvres comme on joue du Mozart, ou du Schubert, ou du Chopin. D'abord, comparer les compositeurs entre eux, essayer de se dire, est-ce que tel compositeur est au même niveau qu'un autre? C'est assez compliqué. Ce qui fait si je prends les compositeurs européens de musique classique, j'ai déjà beaucoup de mal à comparer un Mozart et un Chopin et un Debussy. Enfin, pour moi, c'est des univers tellement différents que les comparer, c'est complexe. Ce qui fait qu'un compositeur est connu, c'est pas simplement lié aussi à son génie. Alors, il y a des génies oubliés, plein, même en Europe. Enfin, c'est pas tous les compositeurs géniaux malheureusement, n'ont pas traversé l'histoire parce que ça dépend de tellement de choses, ça dépend aussi des interprètes, des gens qui produisent des concerts, des éditeurs. Par exemple, ce qu'il faut savoir, Schubert aurait pu être inconnu. Schubert, il aurait pu être inconnu. Il était sans domicile fixe. Il était dans l'ombre de Beethoven à Vienne. Personne ne s'intéressait à Schubert. Et finalement, l'histoire a fait qu'il est resté, et sa musique a perduré grâce aussi à des musiciens qui ont joué sa musique, etc. Donc quelqu'un comme Ludovic Lamotte, moi, évidemment, quand je joue sa musique, je connais sa qualité d'écriture, ça c'est sûr, c'est certain que la qualité de son écriture musicale est indéniable. Sa singularité est indéniable. Donc il a pour moi tout à fait sa place aux côtés d'autres compositeurs qui ont traversé l'histoire, bien sûr. Simplement, l'histoire a fait, comme je le disais déjà, que pas d'édition de partition, une histoire en Haïti compliquée, le fait que pendant longtemps on a considéré que la musique classique elle était en Europe aussi. C'est aussi quelque chose pour lequel je me bats en quelque sorte maintenant, c'est que la musique classique, certes, est née en Europe, mais ensuite elle a rayonné à travers le monde. Et on a encore aujourd'hui beaucoup tendance à croire que tout n'est qu'en Europe, aux États-Unis un peu maintenant bien sûr, mais que c'est très centré sur l'Europe. Donc ça demande aussi d'ouvrir son regard, sa perception du monde, pour se dire que non, la musique dite classique, elle est plus large, elle est extra-européenne aussi. Mais je pense c'est incomparable les compositeurs entre eux. Par contre, dire que la qualité de composition est là, ça c'est certain chez Ludovic Lamotte. C'est clairement très bien écrit, c'est très bien écrit pour le piano, ça sonne magnifiquement bien, et en plus, il y a une personnalité singulière. Donc, ça suffit pour en faire un compositeur qui doit être entendu, absolument. Majoritairement, la musique classique, elle est influencée par la musique traditionnelle. On a tendance à l'oublier. On a toujours l'impression que la musique classique, c'est une musique savante, sortie comme ça de l'esprit de quelques grands compositeurs. En fait, la plupart des compositeurs se sont appuyés en grande partie sur de la musique traditionnelle. Par exemple, Chopin, eh bien lui, une grande partie de sa musique est inspirée de la musique populaire polonaise. Donc de danses populaires qu'on appelle les mazurkas, de valses, qui étaient les danses de salon de l'époque, et il les a inclus dans sa musique. Oui, la démarche de Elie Lamotte rentre dans la tradition de la musique classique, simplement elle met en valeur une culture qui n'est pas dans la musique classique habituellement. Tous les autres compositeurs classiques européens se sont inspirés d'éléments populaires, de traditions populaires en Europe. Là, le fait que ce soit de la musique, une tradition populaire haïtienne, ça c'est évidemment inédit, ça ne s'était encore jamais vu. Mais la démarche en elle-même, elle existe en fait. La musique classique, elle s'inspire, pas à 100%, mais en très grande partie, elle s'inspire du registre populaire. Dans les œuvres de Lamotte, quand j'ai découvert un morceau qui s'appelle Loco, qui est tiré d'un recueil de 3 morceaux qui s'appelle Les icônes vaudouesques. Et là, j'ai mis le nez dans des éléments de vaudou, tout d'un coup, dans la musique classique. Et l'utilisation du piano, presque comme un tambour, en fait.
C'est ça qui est incroyable, c'est que le piano, c'est un instrument à percussion, en fait. C'est des marteaux qui tapent sur des cordes, donc c'est considéré comme un instrument percussif, même si c'est pas, voilà, c'est pas la même chose qu'un tambour, bien sûr, mais en fait, il a réussi à utiliser le piano pour en faire presque un tambour vaudou, et là, et donner cette impression aussi d'une entrée dans une sorte de transe, d'une frénésie. Alors moi, je connais pas bien le vaudou, et j'ai jamais assisté à une cérémonie vaudou, j'aimerais bien d'ailleurs. Mais ce que j'en ai vu, lu, enfin, appris par des récits, apparemment, c'est Ludovic Lamotte a réussi quand même la prouesse de se rapprocher très fortement de ce qui se fait dans le vaudou. Il y a d'autres compositeurs qui ont fait ça. Il y a une compositrice que j'adore qui s'appelle Carmen Brouard, qui a écrit un concerto pour piano et orchestre qui décrit du début à la fin une cérémonie vaudou. Du soir jusqu'au lever du soleil le lendemain matin, l'invocation du dieu, Baron Lacroix, l'arrivée de la prêtresse, enfin tout est décrit comme ça, en musique. Et moi je trouve ça fascinant parce que le vaudou c'est quelque chose qui est, pour beaucoup de gens c'est une énigme. C'est une énigme, c'est une inconnue, c'est un mystère. Et je trouve que le fait de pouvoir, avec le piano, en concert, jouer des choses qui s'apparentent au vaudou, ça permet aussi cette transmission d'une certaine manière, la transmission d'une culture, de choses que les gens connaissent pas du tout et auxquelles ils osent même pas se frotter, en fait. Et là, ça permet, je trouve, ça ouvre une voie, ça ouvre la porte à quelque chose. Je ne sais pas si je m'inscris dans une tradition de pianiste haïtienne, mais oui, mais je m'inscris, en fait, de par ma vie, avec une mère haïtienne et un père français. De toute façon, j'ai l'impression que je m'inscris dans plein de traditions différentes. Et c'est ça qui me plaît, moi, surtout. C'est de pouvoir faire cohabiter à l'intérieur de moi, probablement, mais aussi de moi en tant qu'artiste, de ce que je livre en tant qu'artiste, faire cohabiter ces différentes influences. Je trouve que c'est ça qui me nourrit. Et j'espère que c'est ça qui nourrit aussi ma musique et ce que je transmets au public et aux jeunes générations, aux étudiants, aux pianistes, etc. Alors oui, c'est vrai que je suis la maman de 2 petits garçons et que, en fait, j'ai l'impression que ça va, la transmission de la culture haïtienne ou d'une part de la culture haïtienne, elle se fera un peu comme ce que j'ai ressenti de ma mère avec moi, c'est-à-dire à travers ce que je suis, en fait. Rester tel qu'on est, avec tout son héritage, tout son bagage, tous ses apprentissages culturels. Rester ce qu'on est avec ses enfants, c'est peut-être la meilleure manière de leur transmettre sans imposer aussi, sans que la transmission se fasse de manière naturelle. Peut-être qu'on aura, pour l'instant, je voyage pas en Haïti en ce moment, parce que le contexte est ce qu'il est. Mais un jour, bien sûr que j'aimerais les emmener en Haïti, découvrir ce pays, cette culture, cet héritage, mais après, juste, j'ai du mal à répondre à la question parce que déjà être mère, c'est un apprentissage quotidien. Je sais même, enfin, on tâtonne quand on est parent. On apprend avec les enfants au jour le jour. J'ai pas de mode d'emploi. Donc j'ai pas encore le mode d'emploi pour savoir comment je ferai. Mais probablement ça se fera puisque tout ce qui fait partie de moi euh, sera transmis sans filtre, a priori, à mes enfants. Il n'y aura pas de barrière, ni d'interdit, ni de tabou sur tout ce qui, moi, m'habite et me traverse. Mais j'ai pas la réponse précise, parce que je ne sais pas. Alors moi, je suis la nièce de René Théodore, oui. C'est vrai que c'était le frère de ma mère, le frère aîné de ma mère. René, moi, je l'ai connu, je l'ai beaucoup vu quand j'étais enfant. Je l'ai vu en France, beaucoup. Il venait en France. J'ai des souvenirs de sa présence, en fait, dans la famille. J'avais absolument pas conscience de la personnalité que c'était, la personnalité politique. Quand j'étais enfant, c'était mon oncle. Euh, ils étaient très proches avec ma mère. Ils s'entendaient extrêmement bien avec mon père. Je me souviens qu'ils avaient des grandes discussions très longues avec mon père, René, mon père. Donc, je sentais juste que c'était quelqu'un qui avait une profondeur et une présence très forte. Mais j'ignorais toute son histoire. Ça, je l'ai appris bien plus tard, toute l'histoire et toute son implication dans la politique haïtienne. Et je m'en suis vraiment rendu compte quand je suis allée en Haïti, en fait. Donc il y a un peu plus de 10 ans.
tout le monde, les gens que je croisais me demandaient si j'étais bien la nièce de René Théodore, et j'ai commencé à prendre conscience que c'était une personnalité qui a marqué une bonne partie des Haïtiens, toute une génération d'Haïtiens. Et là, j'ai réalisé à quel point ça avait été quelqu'un d'important, en fait, dont la parole avait été importante, les actions. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser plus près, à poser plus de questions aussi à ma mère et à ma famille, et à découvrir de plus en plus sur ce personnage, en fait. Parce que pour moi, au départ, c'était mon oncle. C'était pas une personnalité, et ça l'est devenu par les autres qui m'ont raconté tout un tas de choses. Et j'ai senti beaucoup de respect pour lui de la part de beaucoup de monde, beaucoup d'admiration. Ouais, c'est quelqu'un que j'aurais aimé pouvoir côtoyer plus maintenant aujourd'hui. Mais voilà, la vie étant ce qu'elle est. Mais ouais, il y a une fierté aussi c'est une fierté aussi pour moi de savoir que c'est quelqu'un qui a compté autant dans l'histoire d'Haïti. Vidéo ou sot gade a mande nou an pile ressources pour le fait. Merci parce que vous avez regardé. Si vous avez un commentaire, mettez-le en bas vidéo. Abonnez pour ne pas rater aucun contenu. Like et puis partagez pour supporter nous.